Donc, Rothbard, lui, il va aller à l'université, il va faire l'équivalent d'un bac ici en mathématiques, et il va obtenir son PhD en économie en 1956. Donc, tout ce qui est de plus classique, les mathématiques, l'économie, il va assez tôt, hein, quand même, déjà même dans les années 40, avant d'avoir son diplôme d'économie, il va lire des choses qui sont, disons, plus orientées vers l'idéologie ou le courant libertarien. Donc, il va lire Isabelle Patterson, comme je l'ai dit, Albert Genock, Garrett Garrett, et évidemment Ludwig von Mises, qui va devenir son maître à penser. Rothbard va se marier avec Johanne Beatrice Schumacher dans les années 50. Ils vont faire une famille ensemble. Ils vont vivre leur vie quand même assez tranquillement. Rothbard va enseigner pendant assez longtemps à l'université, entre autres à l'Université du Nevada à Las Vegas. Il va avoir avec lui quelqu'un qui va être son protégé quand même assez longtemps, qui va s'appeler, c'est un personnage dont je reparlerai dans un prochain podcast, qui s'appelle Hans Hermann Hope, ou Hope. Lui aussi va avoir une influence quand même assez importante sur ce qui se passe dans le 20e siècle. Donc, c'est des gens qui se rapprochent de ce qu'on appelle l'école autrichienne en économie et en philosophie aussi. J'ai déjà expliqué dans un autre podcast en quoi en quoi ça consistait. Je ne reviendrai pas dans les détails là-dessus, mais c'est juste pour vous mettre un peu en contexte. Ça va être évidemment un anti-marxiste quand même assez carabiné. Rothbard, il va écrire plein de choses. Donc, dans un autre podcast, j'avais parlé un peu de son livre, le manifeste libertarien, hein, For a New Liberty, qui a écrit, attendez, j'ai pris quelques notes ici, qui a écrit For a New Liberty, ça doit être en 1973. Donc, c'est ça, donc en 1973. En fait, il écrit beaucoup de choses. Hein. Murray Rothbard a écrit Man, Economy and State, America's Great Depression, Power and Market, For a New Liberty, Egalitarian as a Revolt Against Nature, The Ethic of Liberty, The Mystery of Banking. En tout cas, il a écrit plein d'affaires. Et il écrit aussi un petit texte qui s'appelle Anatomy of the State. Ça, vous pouvez trouver ça sur YouTube. En livre audio, dans le fond, ça dure 1 heure. C'est quand même pas un grand texte. Il y a peut-être 60 pages, là, à peu près. C'est pas écrit très petit. En fait, c'est Jonathan Hamill qui m'a fait penser, qui m'a envoyé le lien de ce texte-là que j'avais déjà vu passer à un moment donné, mais je ne l'avais jamais lu. Je l'ai lu dans les derniers jours, puis je l'ai trouvé. En fait, je me suis dit comment ça se fait que je ne suis pas tombé sur ce livre-là avant, parce qu'on parle souvent de, on critique le gouvernement, qu'est-ce que le gouvernement a fait, on parle de, la vision étatiste, la vision collectiviste, de la réalité, de la vie, on le dénonce, on essaie de le comprendre, mais en réalité, je ne m'étais jamais vraiment arrêté à l'État comme tel, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que le gouvernement? Qu'est-ce que cette entité-là? D'ailleurs, les deux sont quand même assez différentes parce que l'État est là avant le gouvernement. C'est-à-dire pas dans le temps, mais je veux dire, on peut changer de gouvernement, quelqu'un peut se faire défaire, il y a des gens d'autres élus, mais l'État, lui, reste toujours là. Donc, l'appareil de l'État, le corps de fonctionnaires, l'appareil de loi, tout ce genre de choses-là, ça reste là, puis c'est le gouvernement qui change. Donc, qu'est-ce que c'est que l'État dans sa philosophie à lui? C'est ce qu'on va voir là-dedans. Donc, de son vivant, hein, Rothbard, il est connu comme le plus grand ennemi, justement, de l'État. C'est pour ça que c'est intéressant de voir ce que lui en dit. Contrairement, par exemple, en fait, c'est un peu comme une antithèse au marxisme, parce que, justement, dans le manifeste communiste, qui est un autre parti, qui est un autre podcast que j'avais fait, j'expliquais comment Marx voyait l'État comme un instrument pour arriver à la société qui tient en classe. Qu'à un moment donné, il y a un genre d'abolition de l'État dans l'idéal communiste, mais dans la phase intermédiaire qui est la dictature du prolétariat, le peuple est gouverné par un État fort et puissant. Etc. On comprend ce qui est arrivé dans l'Union soviétique. Donc, ce petit, je ne sais pas si on peut appeler ça un livre, mais ce texte-là, c'est sa déclaration la plus puissante à propos de ce sujet-là. Ça, c'est sûr, il explique là-dedans que c'est qu'est-ce que c'est qu'un État, qu'est-ce que ça n'est pas non plus. Et il va montrer comment cette institution-là, en fait, viole tout ce qu'on considère comme honnête et moral, puis il fonctionne souvent sous de faux prétextes. Il va montrer comment l'État détruit la liberté, détruit même la civilisation d'une certaine manière, menace la vie, le bien-être social de
tout le monde, couvert, bien sûr, de bonnes intentions. Un peu ce que je disais, probablement que c'est peut-être ça qui l'a inspiré dans le texte de Rose Wilder Lane. Donc, c'était dans le texte d'Isabelle Patterson, dans The God of the Machine, quand elle explique que les pires choses ont toujours été faites au nom du bien dans l'histoire humaine. Donc, la fois, je ne sais pas si vous remontez à l'esclavage qu'il y a eu en Égypte, ben, les gens ne faisaient pas ça au nom d'être pas fins envers les esclaves. Ils faisaient ça au nom de la grandeur du pharaon, de je sais pas quoi. C'est toujours au nom d'une espèce de bien commun qui est exalté comme un idéal. Donc, ce petit texte-là est publié en 1974. Bon, on sait peu de choses sur En fait, j'ai essayé de fouiller, voir un peu le contexte de ce texte-là. C'est peut-être quelque chose qui est tiré d'un autre ouvrage, mais c'est un petit texte qui est publié en 1974. Puis je vais direct dans le détail. On ne perdra pas trop de temps avec les détails de la publication. Donc, il commence en disant, bon, entendons-nous sur qu'est-ce que l'État n'est pas. Il va dire, ben en fait, si on part du point de vue, il dit, si vous intéressez pas trop au sujet, mais si je vous le demande, je vous pose la question, c'est quoi le gouvernement? C'est quoi l'État? Ben, en général, les gens considèrent que l'État, le gouvernement, c'est une entité sociale universellement considérée comme quelque chose qui donne des services. Bon, ben, l'État est là. Bon, l'État, c'est quoi? Ben, c'est sûr, c'est quand je vais pour plaquer mon char, il y a quelqu'un qui représente l'État puis qui me donne une plaque. OK. Que l'État, c'est quoi? C'est les policiers qui font respecter la loi. OK. L'État, c'est quoi? C'est quand je vais au palais de justice, il y a telle affaire. Ben, c'est comme ça qu'on considère. On considère ça comme une espèce d'institution qui est par-dessus la société puis qui donne des services. Il y en a qui voient dans l'État une espèce d'apothéose de la société. Donc, dans le fond, ce qui est le plus... Dans le fond, la preuve d'une civilisation ou d'une société avancée, c'est qu'il y a un État développé. Puis ils vont dire, ben regardez, dans les pays tout croche, ben il n'y a pas vraiment d'État, c'est un peu n'importe quoi, c'est l'anarchie. Au contraire, dans les États développés, il y a un gros gouvernement qui prend en charge les citoyens, leurs besoins, etc., etc. Puis il dit, il y a d'autres gens qui considèrent comme, bon, c'est une organisation correcte, là, aimable, là, sans trop que ça qu'on soit enchanté par ça. Puis il la voit comme quelque chose d'assez inefficace pour atteindre des fins sociales. Mais il va dire, ces deux catégories de gens-là voient tous les deux l'État comme un moyen quand même nécessaire pour atteindre des objectifs, en tout cas de la société ou de l'humanité. Et généralement, il l'oppose au secteur privé. Si on le voit dans le discours, les gens, bon, ouais, mais là, le privé, ils ne peuvent pas s'occuper de ça, il faudrait que le gouvernement nationalise ça, etc., etc. La démocratie, qu'est-ce que ça a amené dans l'histoire? C'est qu'on a identifié l'État à la société. Donc, dans le fond, quand on pense à la France, ben, une des premières choses qui nous vient en tête, c'est le gouvernement français, c'est Emmanuel Macron, c'est... dans le temps, François Hollande, Sarkozy, etc. Donc, c'est ça qui nous vient en tête quand on y pense. Quand on pense aux États-Unis, on voit tout de suite l'image de l'armée américaine, l'État américain, le président des États-Unis. Donc, il dit l'identification de la société avec son État, avec son gouvernement, vient, en tout cas, c'est exacerbé avec l'arrivée de la démocratie. Il dit l'autre chose que l'État n'est pas. Ça, il faut se le mettre dans la tête. Ça, c'est une affaire que j'entendais souvent quand j'étais jeune. C'est comme par exemple, on dit, mais la dette, c'est pas grave parce que c'est le gouvernement qui est endetté envers les individus qui ont acheté des bons du trésor. Et le gouvernement, ben, c'est nous. Donc, dans le fond, on se doit de l'argent à nous-mêmes. Mais il dit l'idée que nous sommes ou que vous êtes le gouvernement est complètement stupide, là. Il dit, si vous suivez ce raisonnement-là, les Juifs qui ont été assassinés par les nazis, dans le fond, ils n'ont pas vraiment été assassinés. C'est juste qu'ils se sont suicidés parce que, dans le fond, ils ont été assassinés. Dans le fond, c'est eux-mêmes. Le gouvernement, c'était eux-mêmes aussi, vu qu'ils étaient citoyens allemands. Ils voyaient bien que ça fait aucun sens, là. Ça fait aucun sens. Puis on peut pas dire que c'est un acte volontaire non plus. Si le gouvernement vous prend, vous met en prison, vous allez vous rendre compte que le gouvernement, c'est pas vous. Donc, tu sais, c'est un peu ça l'idée.
Il dit, je le cite dans le texte, il dit We must therefore emphasize that we are not the government. The government is not us. The government does not in any accurate sense represent the majority of people. And even if 70% of the people decide to murder the remaining 30%, this will still be murder and will not be voluntary suicide on the part of the slaughtered minority. Donc, qu'est-ce qu'il raconte? Il dit, arrêtez de dire ça, que vous êtes le gouvernement. Vous n'êtes pas le gouvernement. Si le gouvernement décide d'exclure une partie de la population, jamais on va pouvoir dire que ces gens-là l'ont, que c'est justifiable de le faire parce que le gouvernement, c'est eux. Donc, c'est le gouvernement, c'est nous ne sommes pas le gouvernement. L'État, ce n'est pas nous. En fait, on le voit, je pense, ici, avec des entités comme Hydro-Québec. Ah oui, mais c'est à nous autres, ça. C'est pas vraiment à vous autres. Essayez d'y aller, de rentrer, et de dire mais je peux rentrer, c'est à moi. Non, c'est pas à toi. Ils vont te le faire comprendre. Donc, qu'est-ce qu'on raconte jusqu'à présent? Donc, l'État, ce n'est pas les citoyens. Et on raconte qu'il y a deux conceptions que les gens ont. Lui, là, on va voir pourquoi c'est pas vrai. Donc, l'État n'est ni quelque chose de qui est associé, l'État n'est pas la société et l'État n'est pas non plus un pourvoyeur de services puis, qui est au-dessus de la société. Donc, qu'est-ce que c'est que l'État? Deuxième partie du texte. Il dit « L'État est cette organisation de la société qui tente de maintenir un monopole de l'usage de la force et de la violence dans une zone territoriale donnée. » Là, il dit en particulier, c'est la seule organisation dans la société qui obtient ses revenus non pas par une contribution volontaire ou le paiement de services rendus, mais par la coercition. Donc, dans la société, là, il n'y a aucune autre entité, organisation que le gouvernement qui, je ne sais pas, moi, c'est impossible qu'un fournisseur de câbles ou d'Internet arrive chez vous et dise tu ne prends pas notre service, hein, puis tu ne veux pas l'avoir, mais tu nous dois quand même 100$ par mois. Là, tu te dis moi, je n'ai pas ton service, puis je ne t'ai pas demandé, puis by the way, j'étais chez nous, fait qu'il sort de chez nous. T'sais. Mais le gouvernement, lui, s'il décide que tu lui dois de l'argent, il n'y a pas de justification à donner. Puis il ne t'a pas donné de service en retour, il ne t'a pas demandé ton avis, il n'y a pas de volontariat là-dedans. Ça fonctionne un peu comme la mafia. Tu sais, c'est vous avez un restaurant, ouais. Ben, si vous voulez continuer d'être en sécurité, il va falloir nous payer parce que il pourrait y avoir des gens qui viennent dans votre restaurant puis pourriez être en danger. Tu sais. Ben, c'est un peu la même mécanique. Donc, dans la nature, si on remonte à comment était l'homme au début, le seul moyen naturel pour l'homme de survivre et d'atteindre la richesse, c'est quoi? Donc, dans le fond, vous êtes dans la nature. Imaginez-vous, là, vous êtes à l'époque de l'homme un peu préhistorique que je raconte dans Sapiens. Là. Puis là, vous voulez survivre. Qu'est-ce que vous devez faire pour survivre? Vous devez utiliser votre cerveau et votre énergie pour vous engager dans un processus où vous allez collaborer avec les autres, échanger avec les autres. C'est pour ça que l'idée de dire que oui, mais les gens qui sont plus à droite, là, ils sont individualistes, puis ils pensent que les gens peuvent vivre là, isolés du monde, puis pas être en communication avec personne, puis aider personne. C'est pas vraiment ça que ça dit. L'idée, c'est que dans le monde originel, si vous remontez, je ne sais pas moi, de 100 000 ans, là, l'humain tel qu'il était à ce moment-là, ben, pour survivre, il est en groupe, puis il fonctionne en groupe. Il utilise son cerveau, il utilise son énergie, puis ça, puis il s'engage dans un processus où, moi, j'ai taillé une roche, toi, t'as taillé un petit bâton, on s'échange dessus nos affaires. Puis là, il décrit ce processus-là. Il dit, d'abord, on trouve des ressources naturelles, on les transforme avec l'aide de son travail. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? On en fait notre propriété. Donc, c'est comme ça que le système, entre guillemets, c'est comme ça que le capitalisme naît. C'est que l'humain, il sert de son savoir là, parce que là, pour chasser tel animal, j'aurais besoin de quelque chose de pointu fait que là, je vais gosser une perche, puis je vais faire un bout de pointu, puis là, et cette perche-là est à moi. Elle n'est pas aux autres, elle est à moi. C'est moi qui l'ai faite. C'est moi qui ai travaillé pour le faire. Donc, c'est comme ça que la propriété naît d'une certaine manière. Donc, la voie un peu naturelle de ça, c'est qu'au fil du temps, qu'est-ce qui se développe? Il se développe un jour ce qu'on appelle les droits de propriété.
Donc, on reconnaît, puis ça vient pas nécessairement avec la société de droit moderne, ça vient même, je veux dire, au Moyen Âge, les gens avaient des propriétés, puis avaient des droits là-dessus. Cette terre-là est à moi, cette affaire-là est à moi, ça c'est à toi, c'est pas à moi, c'est à toi. Et il y a aussi l'exigence d'un marché plus libre. Donc, on échange, on produit, on communique avec les autres, on travaille avec les autres. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. Donc, il dit, par ce chemin, les hommes ont appris à éviter les méthodes de la jungle. Donc, c'est un peu ce que tout le monde reproche aux libéraux, c'est de dire, ben oui, mais vous, là, vous êtes pour ça, là, la société, là, où c'était au plus fort la poche, puis tout le monde était les uns contre les autres. Mais ça veut dire, non, mais les êtres humains, naturellement, s'auto-régulent. La loi de la jungle, de tous contre tous, ça mène à la fin de la société. Les êtres humains n'ont pas avantage. Ben oui, il y en a qui vont le faire, il y en a qui vont jouer dans le dos des autres, il y en a qui vont mentir, il y en a qui vont voler, oui. Mais ils vont être aussi châtiés par le groupe, châtiés par la société dans laquelle ils vont vivre, puis éventuellement, ils vont être exclus ou ils vont être abattus. C'est comme ça que ça marchait à l'époque. Donc, l'avantage des hommes, c'est quoi? C'est d'éviter cette vie-là, d'espèce de lutte sempiternelle pour les ressources. Donc, les hommes ont appris à éviter les méthodes de la jungle, de lutte pour les ressources, afin que A ne puisse pas acquérir les ressources aux dépens de B et au contraire à multiplier ces ressources-là dans un processus d'échange pacifique et harmonieux. Donc, autrement dit, moi, je travaille, moi, j'ai telle affaire, toi, tu as telle affaire. Mais notre avantage, c'est qu'on communique ensemble, parce que toi, je sais pas, moi, tu as taillé 6 pierres, moi, j'ai taillé 6 bâtons. Mais notre avantage, ce serait d'avoir chacun 3 bâtons et 3 pierres. Donc, notre avantage, c'est de y aller ensemble. Puis là, il va dire, il y a 2 manières d'acquérir la richesse pour l'homme. Il dit celle que je viens de décrire et la suivante. L'autre méthode est plus simple, dans la mesure où elle ne nécessite pas de productivité. C'est le moyen de saisir les biens ou les services d'autrui par l'usage de la force et de la violence. Il dit c'est la méthode de la confiscation unilatérale, du vol de la propriété d'autrui. Il dit, il y a ces 2 méthodes-là, il y en a une que j'appellerais économique et l'autre, je l'appellerais politique. Donc, vous imaginez, vous êtes dans le monde des humains, là, mais au Moyen-Âge ou peu importe, là, dans le passé. Là. Et là, il y a des gens qui vivent entre eux autres, puis il y a des gens qui produisent puis acquérir de la richesse. Bon, moi, j'ai produit ça, je te l'échange, en échange de ça, je vais échanger ça contre une chèvre ou même plus tard à contre de l'argent. Et qui réussit à s'enrichir sur le dos des autres sans rien faire, c'est celui qui arrive par la force. C'est le viking qui a envahi le village, c'est le monarque de telle place qui arrive, qui dit, bon, ben c'est le fun, hein, vous, ici, vous êtes désormais mes sujets, puis vous travaillez la terre, puis vous me donnez des affaires, puis pendant ce temps-là, moi, je mange des raisins, puis je fourre des prostituées dans mon palais. Ouais, c'est un peu ça, l'idée. Donc, il dit ça, c'est quoi? C'est la méthode politique. C'est la méthode d'asseoir une servitude sur des gens et de vivre aux dépens d'eux. Il dit, ben malheureusement, l'État, par les moyens politiques, par la méthode politique, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il siphonne la production des individus vers un autre individu ou un groupe parasitaire. Puis là, il dit, ce siphonnage non seulement soustrait au nombre de producteurs, mais diminue également l'incitation du producteur à produire au-delà de sa propre subsistance. À long terme, le voleur détruit sa propre subsistance en diminuant ou en éliminant la source de son propre approvisionnement. Mais pas seulement ça. Même à court terme, le prédateur agit contrairement à sa vraie nature d'homme. Donc, il dit, en plus, l'État, qu'est-ce qu'il fait? Il fait comme les barbares ou les conquérants de l'ancien temps. Il arrive, il dit, bah, ben, vous êtes mes sujets, puis vous me devez tant d'argent, vous devez payer vos impôts, vos taxes, vos affaires, puis ce que ça vous plaise ou pas, vous devez le faire, sinon on vous poursuit, on vous met en prison, on vous abat, ou peu importe. Mais là, il dit, ben, en réalité, quand il fait ça, il crée un système où tu n'as pas d'avantage nécessairement à devenir plus riche puis à te servir de ton cerveau pour aller plus loin, parce que les gens savent qu'ils vont être spoliés par le parasite qui est là. Bon, ben là, il dit ça, c'est même contraire à sa propre... En fait, c'est même contraire à son propre avantage, parce que lui, à un moment donné, il va manquer de ressources, parce que à un moment donné, il va arriver à un stade où vous allez dire, bon, ben, moi, je fais juste plus travailler. En fait, c'est ce qui est arrivé dans l'Union soviétique. On sait que c'est ça la limite, en fait. Là. C'est que quand la personne travaille, ça fait 40 ans que tu travailles dans une usine de montage, dans une cochonnerie en URSS,
Là, tu dis, ouais, c'est la société qui s'enclave, ça arrive-tu? Ça fait 40 ans, moi, que je travaille dans une usine de merde, mal payée, puis là, maintenant, tu vois l'élite en haut de toi, il y a une espèce de bonhomme bizarre qui arrive faire une déclaration, il y a un casque en poêle, puis il va se promener à l'ONU ou je sais pas trop où, prendre des photos avec les autres dirigeants du monde, puis toi, ben, tu crèves de faim parce que toutes tes ressources sont spoliées pour aller dans l'appareil d'État. Donc, si on raffine la définition de l'État, qu'est-ce que c'est que l'État? Là, il cite un auteur qui s'appelle Oppenheimer, qui paraphrase un peu. Il dit, l'État, c'est quoi? C'est l'organisation des moyens politiques, deux points. C'est la systématisation du processus prédateur sur un territoire donné. Donc là, on aime ça, hein, là, c'est un peu un mot à la mode, systémique. Mais il dit, en fait, l'État, c'est quoi? C'est un prédateur systémique. C'est que c'est un prédateur qui a instauré un système où c'est pratiquement impossible de vivre à l'extérieur du système, où les gens, en retour de rien, ah oui, mais vous avez un panier de services tout droit, mais même si tu ne l'utilises jamais et tu n'y as pas accès pour toutes sortes de raisons, tu es obligé de payer pareil. Donc, c'est un système de spoliation, de prédation. Et c'est intéressant dans ce texte-là parce qu'il remet en cause vraiment l'idée du contrat social. Bon, le contrat social, c'est quoi? C'est un peu ce qui a été pensé par Jean-Jacques Rousseau, puis par Thomas Hobbes, puis par plusieurs autres penseurs qui ont eu lieu dans l'histoire. C'est l'idée que dans la nature, là, les êtres humains vivaient dans une espèce d'état de... Ben, Hobbes disait l'homme est un loup pour l'homme. Hein. C'est dans un monde où il y a de la violence, puis c'est un peu l'anarchie, puis c'est un peu le chaos. Là, je paraphrase, là, je sais que c'est pas ça que tous ces auteurs-là disaient, les penseurs du contrat social, mais c'est l'idée que les gens, à un moment donné, se dotent par contrat d'une espèce d'organisation qui est supérieure et qui garantit le bien vivre. Dans le fond, qui garantit que tout le monde peut vivre ensemble dans le respect de tout un chacun, etc., dans différentes modalités. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le contrat social. Je le résume très brièvement. Mais par exemple, Rousseau disait la liberté, c'est quoi? C'est presque une phrase d'esclave. Il disait la liberté, c'est de consentir à la loi qu'on s'est soi-même prescrit. Bon, mais Rothbard, lui, dit, oui, mais en fait, ça n'est jamais arrivé. Historiquement, ça n'est jamais arrivé. Il n'y a jamais eu de moment où les humains vivent ensemble. Puis, Mané, puis il dit, hey, savez-vous quoi? On devrait faire un genre de contrat ensemble. Puis, on va créer quelque chose de supérieur. On va appeler ça comme l'État ou le gouvernement ou la cité ou peu importe. Puis, ben, ça va décider pour nous. Puis, on va collecter, tout le monde va cotiser. Puis, ensemble, on va pouvoir faire des routes. Puis, non, il dit, ça s'est jamais vraiment passé comme ça. Pourquoi ça ne s'est jamais passé comme ça? Il dit, ben parce que si l'État siphonne la production, ben la production que les gens font doit être antérieure à ça. Parce que l'État, il ne peut pas voler quelque chose qui n'existe pas. Donc, il dit, par conséquent, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le gouvernement n'a jamais émergé d'un espèce de contrat social. Il est forcément né par la conquête et l'exploitation. Autrement dit, l'État français, là, le gouvernement français, l'État français, c'est né de quoi à la base? Si on retourne, c'est né de quoi? Ben, c'est né que maintenant, il y a une espèce de chef qui est là, qui est gaulois ou je ne sais pas trop quoi. Il y a la conquête romaine qui arrive, puis un jour, il y a un chef qui est plus puissant que tout le monde, il domine tout le monde, puis on le couronne roi des Francs. Puis ça, qu'est-ce que ça fait? On crée une monarchie, on crée toute une patente, ça débouche un jour à la Révolution française, à l'Empire, etc. Et ça donne la République, puis un jour, ça donne Macron. Non, historiquement, il n'y a jamais eu de contrat, il n'y a jamais eu de citoyens qui ont été sondés, il n'y a rien de tout ça qui est arrivé démocratiquement ou sur la base d'un contrat signé en bonne et due forme entre deux parties consentants. Non, ça s'est fait par la force et par l'exploitation. Puis c'est vrai pour tous les États dans le monde. Il dit, pensez-vous vraiment que les Romains ont passé un contrat avec les Gaulois? Ben non, c'est l'armée qui arrive, collecte l'impôt, puis c'est après pour te convaincre qu'ils disent, ouais, mais ça c'est ton dû pour César, puis c'est fait pour payer les routes, là, t'aimes ça, te promener dehors, regarde, il y a une route là-bas. C'est nous autres qui l'a fait que donne-moi de l'argent. Ouais, mais si je veux pas, on te prend, puis on met ta tête au bout d'un pic. Ben, c'est un peu comme ça. Donc, d'un point de vue historique, l'hypothèse la plus probable, c'est qu'une tribu conquérante finit
par se rendre compte à un moment donné que, ouais, ben là, au début, on arrivait dans le village, puis on tuait tout le monde, puis après ça, on s'emparait de la terre. Mais ce serait bien mieux, puis bien plus facile si on les laissait vivre, mais qu'on leur disait de travailler pour nous. Donc, c'est probablement comme ça, en fait, que ça s'est fait d'un point de vue historique. C'est qu'à un moment donné, les gens qui conquéraient, se servaient. En fait, tout ça un peu émerge de l'esclavage, si on veut. Il dit de ce constat-là. Donc, dans le fond, l'État, qu'est-ce qu'il fait pour se protéger? Pour rester en fonction, le gouvernement, tout gouvernement, qu'il soit démocratique ou pas, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il doit avoir le soutien de la majorité de ses sujets ou de ses citoyens, si on veut être gentil. Puis il dit ce soutien, ben, il n'y a pas besoin de passer par un enthousiasme actif. Là. C'est pas obligé d'être les gens qui pleurent parce que le gars de la Corée du Nord est mort puis ils se font tous faire la même coupe de cheveux que lui. C'est pas ça. Là. C'est que ça peut être une forme de résignation passive. Puis c'est drôle, ça m'a fait penser à la fameuse phrase qu'on entend tout le temps. Ouais, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et on n'a pas le choix, c'est comme ça. Bon, ben, il dit en fait, ça, c'est une forme de résignation. C'est l'idée que, ben, de toute façon, c'est comme ça, puis ça peut pas être autrement que ça. Donc, ça, dans le fond, c'est une forme de soutien dont les gouvernements, en fait, les gouvernements ont absolument besoin que les gens pensent comme ça. La tâche principale des gouvernants, c'est quoi? C'est de toujours obtenir l'acceptation active ou au moins résignée d'une majorité des citoyens. Donc, la majorité des citoyens doit être persuadée comment par l'idéologie, par le message qui est véhiculé par le gouvernement, que le gouvernement est bon, qu'il est sage, ou au moins qu'on ne peut pas l'éviter, parce qu'on en a besoin pour, un peu ce que je disais au début, les deux idées. Souvent on l'aime, souvent on dit, ben ouais, mais de toute façon, on n'a pas le choix. Qu'est-ce qu'on ferait s'il n'y en avait pas, la police, etc. Et aussi, l'idée qui est très efficace, c'est toujours de laisser penser que il est toujours la meilleure alternative imaginable. Donc, c'est l'idée de dire, ben, ça change. De toute façon, oui, OK, t'as raison, mais t'as raison quand tu dis telle affaire sur le gouvernement et tout, mais hein, s'il n'y en avait pas, ce serait l'anarchie, ce serait l'État de tous contre tous. On serait victimes les uns des autres, les gens s'entretueraient, etc. Bon, on voit un peu cette idée-là qui est illustrée dans, je ne sais pas si vous écoutez beaucoup de séries ou de films dystopiques, mais on le voit, hein, c'est quand il arrive une situation où, je ne sais pas moi, il y a un cataclysme naturel ou il y a un enfant, vous remarquerez que le comportement des gens est toujours mis en fonction, est toujours illustré de manière telle que quand le gouvernement n'existe plus, ça devient un État complètement détraqué où tout le monde s'entretue les uns les autres, puis l'autre vole l'autre, puis là, tout le monde devient comme un peu des barbares, puis c'est un peu cette idée-là. En fait, c'est nous qui avons intériorisé cette idée-là que en dehors, si on veut, de l'État, il n'y a point de salut, hein, que c'est la vie de l'homme est un loup pour l'homme. Il va dire, promouvoir cette idéologie-là, en fait, c'est la tâche sociale et vitale des intellectuels. Ça, c'est le bout le plus savoureux du texte. Il dit, c'est évident que l'État a besoin des intellectuels. Il n'est pas si évident du pourquoi ceux-ci ont besoin de l'État. Mais en termes simples, il dit, nous pouvons affirmer que la subsistance de l'intellectuel sur le marché libre n'est jamais trop sûre, car il doit dépendre des valeurs et des choix des masses et de ses semblables. Et c'est précisément la caractéristique des masses qu'elles ne s'intéressent généralement pas aux questions intellectuelles. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que, ben, je ne sais pas, moi, vous êtes anthropologue. La réalité, c'est que la majorité des gens n'en ont rien à crisser de l'anthropologie. En fait, ils ne savent pas ce que c'est. Donc, oui, moi, je suis anthropologue. Ouais, mais qu'est-ce que ça fait, ça? Ben, là, donc, qu'est-ce qu'il raconte Rothbard? C'est qu'il dit, ben, si l'État n'existe pas, les intellectuels, ben, en fait, il y en aurait beaucoup moins ou il y en aurait peut-être pas du tout parce que la masse comme telle qui a des besoins, bon, ben, de se divertir, peu importe, de manger, de boire, de dormir, etc., des besoins de base puis des besoins plus courants, ben, a souvent assez peu d'intérêt pour les trucs intellectuels. Donc, ces gens-là survivraient quand même assez difficilement dans un marché libre où il n'y a pas, par exemple, l'État qui valorise les musées ou la recherche universitaire, ce genre de choses-là. En tout cas, ce serait beaucoup moins présent. Donc, l'État a besoin des intellectuels et les intellectuels ont généralement besoin de l'État aussi. Il dit, ben en fait, autrement dit, c'est quoi? C'est que sans l'État, les intellectuels auraient du mal à survivre parce que ce qu'ils produisent n'intéresse pas les masses ou n'intéresse pas une masse critique qui permet de générer des revenus qui
qui permet à beaucoup de gens de vivre de ça. Bon, ben, l'exemple classique de cette union-là, dans le fond, au niveau de l'idéologie, auquel vous pouvez penser la plus évidente, c'est le rôle passé de l'Église dans nos sociétés. Donc, en réalité, un curé, ça sert à quoi? Ça sert à rien. Mais dans un contexte où l'État est là, puis bon, on confie aux communautés religieuses la gestion des hôpitaux, des écoles, on lui dit c'est important, les gens vont aller à l'église, tout ça. Bon, ben, là, leur rôle devient excessivement important dans la société. Leur influence aussi devient excessivement importante. Mais dans l'absolu, je veux dire, quelqu'un qui dit, ben moi, que c'est mes skills, c'est quoi si je connais la Bible? Mais c'est inutile dans un monde où cette institution-là n'existe pas. Mais on pourrait prendre aussi toutes sortes d'autres exemples, mais je pense que celui-là, c'est le plus évident.